cela jusqu'à Marquis de Sade, jusqu'à la perversion finalement. Si l'on commence par glorifier la nature humaine, au départ on pense qu'elle est bonne par nature, qu'elle est juste par nature, et finalement lorsque l'on se détend, qu'on quitte toutes les limites, eh bien les conséquences sont tout à fait inattendues et pas toujours agréables. Maintenant je voudrais passer la parole à Ivan Plot. J'ai pris connaissance de son travail à l'époque où j'étais étudiante d'université, que j'étudiais la philosophie, la nouvelle philosophie française, la nouvelle philosophie de droite, et dans cette école de pensée, on critiquait tout à fait ces aspects-là. Et je vois que l'égalitarisme, justement, il figure dans l'intitulé de l'exposé de M. Blot. Vous avez la parole, M. Blot. Merci, M. le Président. Je suis vraiment heureux de participer à cet débat passionnant. Je remercie beaucoup les organisateurs, notamment Julien Basserski. Je vais donc vous dire quelques mots des dérives de l'égalitarisme. Vous savez que c'est un thème important pour Berdyaev. Il a consacré un livre entier qui s'appelle Philosophie de l'égalité, de l'inégalité. Et l'égalité est un très bon exemple de ces concepts tentateurs. L'égalité, ça paraît très noble, très juste, sympathique, mais qui peuvent ensuite mener à des catastrophes parmi les pires qui puissent exister dans le monde. Et on l'a vu avec les deux régimes qui étaient très attachés de façon différente d'ailleurs à l'égalité. On l'a vu avec le jacobinisme de Robespierre, et on l'a vu également à l'époque soviétique, surtout au début, à l'époque bolchevique. Un auteur russe qui est aussi fascinant, c'est Bulgakov. Dans son livre sur le maître et Marguerite, il présente le diable sous le nom de Voland. Voland, c'est donc le diable en visite à Moscou, et il a comme profession consultant, ce qui m'a beaucoup amusé parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Le consultant, il donne beaucoup de conseils, il essaie de séduire. Il ne paye jamais les conséquences, hein. Non, ils sont pas si. Alors, ce consultant, il a une caractéristique physique très très frappante. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'essentiel dans le personnage de Bulgakov. Il a un œil vert et un œil noir. L'œil vert symbolise la tentation, les espoirs qu'il peut faire naître dans les cœurs humains pour essayer de les séduire, et notamment il sait que les hommes sont très séduits par de l'argent, qui va produire de l'argent autant qu'il peut. Dans une séance de théâtre, les gens vont se jeter sur les billets de banque. Donc il y a l'œil vert qui est tentateur et qui est a priori sympathique, plein d'espérance comme le vert. Puis il y a l'œil noir parce que le but de tout cela, c'est la mort. Le diable, évidemment, est contre les forces de vie, il est pour la mort, et donc les deux yeux symbolisent les deux aspects du personnage. On retrouve exactement ces deux aspects dans l'égalité. Dans l'égalité, il y a un œil vert et un côté a priori sympathique. On a tendance à la confondre avec la justice, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, elle mène à la mort, je vais en donner 2-3 exemples maintenant. Bon, j'ai choisi de dire quelques mots de l'égalitarisme autour d'un outil que j'utilise fréquemment. Mes amis, ceux qui me connaissent ici, ont retrouvé mes habitudes. J'aime beaucoup utiliser les catégories aristotéliciennes, et notamment les 4 causes d'Aristote. On sait qu'Aristote explique que tout phénomène humain peut être expliqué par 4 causes. La cause matérielle, par exemple, il prend l'exemple du temple grec. Les causes matérielles sont les pierres. Et une cause formelle, c'est le plan d'architecte qui va diriger donc, la construction du temple. Ensuite, il y a la cause efficiente, c'est les ouvriers qui construisent le temple, les hommes, donc les acteurs, l'humain. Et puis il y a la cause finale, qui finalement est quand même la plus importante, parce que la cause finale, là en l'occurrence, c'est la religion grecque. S'il n'y avait pas de religion grecque, on ne construirait pas de temple. Donc l'un des problèmes du monde moderne, c'est que la cause finale s'efface à cause du relativisme, et elle est remplacée surtout par la cause formelle. Donc les procédures juridiques qui deviennent vraiment le cœur de tout. On est dans une société dominée par l'économie,
par le droit. Et on retrouve là encore d'ailleurs les méthodes d'action du diable dans Leviatov, parce que Voland, il a comme principal conseiller un expert, si je puis dire, en marketing, donc c'est l'économie, qui est en même temps un grand juriste, qui s'appelle Korofiev. Et Korofiev, on lui demande quel est son métier. Moi, je suis le consultant de Voland, je suis l'adjoint de Voland, et mon métier consiste à se transformer le mal en bien. Grâce à la manipulation du droit, je transforme tout ce qui est mal en bien, et les hommes me suivent. Alors dans l'égalitarisme, si je commence par la cause finale de l'égalitarisme, donc on veut vraiment que tous les hommes soient égaux, pour qu'ils soient en quelque sorte tout à fait interchangeables. Évidemment, ça sert bien sûr la cause notamment du monde des affaires, parce que moins les hommes sont faciles, plus ils sont interchangeables, comme des boulets de charbon, et plus ce sera facile de les manipuler. Donc on veut égaliser les hommes. Et là, pour Berdyaev, c'est dramatique parce que l'homme a été créé par Dieu comme un être libre, parce qu'il doit être créateur pour compléter en quelque sorte l'ordre de Dieu. Donc le caractère libre de l'homme se justifie par ses capacités de création, et les capacités de création sont détruites par l'égalisation. Parce que tout créateur, évidemment, son existence même crée une inégalité. Donc il faut en vouloir à l'excellence, en vouloir aux bons élèves, en vouloir aux savants. Il faut détruire tout ce qui dépasse pour vivre l'humanité. Donc la liberté et la création, ça va ensemble, et l'égalitarisme, c'est la destruction de la liberté et de la création. Ça, c'est la critique, je crois, majeure de Berdyaev sur l'égalitarisme. Deuxièmement, il y a les normes d'une société égalitaire, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie, évidemment, qui cherche à justifier cet égalitarisme, et qui utilise les passions humaines les plus inavouables, puisque la caractéristique de l'égalitarisme, c'est de diviser l'humanité. L'égalitarisme, c'est exactement le contraire du patriotisme. Le patriotisme, d'ailleurs, à mon avis, n'est pas une idéologie. Le patriotisme rassemble. Il rassemble autour de la nation et il permet aux gens de vivre ensemble. Tandis que l'égalitarisme divise, on va dire, il y a les prolétaires, et puis il y a les capitalistes, il y a les aristocrates, et puis il y a les paysans. Et on va organiser la haine des uns contre les autres dans une espèce d'ivresse idéologique. Cette ivresse idéologique a été très bien analysée par Dostoïevski dans son livre Les démons, où à un moment, le chef de la secte socialiste révolutionnaire, Verkhovensky, décrit ce qu'il veut faire au héros Stavrogin, et il se passionne en disant il faut l'égalité totale, qui est préconisée par le philosophe Chidiakov, comme ça. Et il dit... c'est ça. Voilà. Chigalov, merci. Alors, il dit donc c'est ce qu'il faut faire, effectivement, parce qu'il faut organiser la révolution en mettant en place une égalité autoritaire, et puis il attend la réaction de Stavrogin, qui lui est... n'est pas toujours animé de mon sentiment, c'est vrai, mais il est beaucoup plus lucide. Il regarde et dit mais mon pauvre ami, vous êtes complètement ivre. Vous êtes un ivrogne. Alors tu dis comment je suis un ivrogne? Je crois jamais que ça. Mais non, vous n'êtes pas un ivrogne d'alcool, vous êtes un ivrogne d'idéologie. Et souvent, quand je vois les débats politiques français, je vois mon collègue du Parlement, Vallès, on a l'impression d'avoir affaire à des ivrognes. Ce sont des gens, c'est-à-dire l'idéologie les énivre complètement, ils finissent par dire des choses qui n'ont plus aucun rapport avec la vérité, mais ils y tiennent énormément. Donc, au niveau des normes, donc, on a l'idéologie égalitariste qui divise les hommes, qui organise la haine des uns contre les autres. Ça peut déboucher sur des fleuves de sang, comme dit Dostoïevski d'ailleurs, et on l'a vu avec la Grande Terreur, la Terreur française, puis ensuite la Terreur bolchevique, qui est une copie de la Terreur française sans doute. Troisièmement, il y a les hommes, la cause efficiente d'Aristote. Alors, les hommes, en fait, cet égalitarisme est en même temps une profonde tromperie, évidemment, puisqu'il faut bien qu'il y ait des gens qui organisent l'égalité. Donc on va avoir une oligarchie de dictateurs qui vont mettre en place un système extrêmement coercitif pour imposer l'égalitarisme dans tous les domaines. Donc c'est ce qu'on voit en France d'ailleurs, en Occident, avec les oligarchies égalitaires, qui ont une idéologie égalitaire, mais qui en fait veulent surtout conserver le pouvoir oligarchique, qui veulent surtout se garder de consulter le peuple, d'où le refus des référendums, le refus d'une vraie démocratie authentique, qui n'existe pas du tout en Occident. Le quatrième point, et c'est un des plus graves sans doute, c'est au niveau des racines, la cause matérielle d'Aristote, au niveau des racines, l'égalitarisme a
comme but, je dirais presque avoué, de détruire systématiquement toutes les traditions. Parce que les traditions créent en général des inégalités. On va vouloir détruire la famille, par exemple, et on va essayer d'importer l'égalitarisme à l'intérieur du droit familial, par exemple en permettant le mariage des homosexuels. C'est un exemple récent. C'est lié à l'égalitarisme, cette idée-là, sans tenir compte évidemment du droit naturel. Ensuite, l'égalitarisme utilise beaucoup le concept des droits de l'homme pour détruire là aussi des traditions. Alors j'ai un exemple que je cite souvent, parce que je suis ancien député européen, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme est une organisation particulièrement perverse sur le corps des idées, parce que cette Cour européenne des droits de l'homme, pour prendre juste un seul de ces arrêts, on n'a pas le temps d'en voir plus, l'arrêt Laozzi, c'est un arrêt qui a été pris contre l'Italie en imposant à l'État italien de supprimer les crucifix qui se trouvent dans toutes les écoles publiques italiennes. Parce qu'en idée, c'est une tradition, c'est un pays chrétien, donc ils ont des crucifix, y compris dans les écoles privées, bien sûr, mais aussi dans les écoles publiques. Et donc, c'est une dame qui s'appelle Alexis, qui a dit c'est une discrimination envers mon fils, parce que moi je suis athée et je ne veux pas qu'on puisse voir un crucifix dans la salle où il apprend quoi que ce soit. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a dit cette dame a totalement raison, cette personne est discriminée, c'est une injustice épouvantable, il faut donc supprimer les crucifix. Mais alors là, ils se sont heurtés à une opposition populaire très déterminée. Pratiquement toute l'Italie s'est révoltée, le gouvernement a été obligé de suivre le peuple, si je puis dire. Il a fait appel de cette décision en demandant que les juges reviennent sur leur décision. Et faisant appel, plusieurs pays du Conseil de l'Europe, d'ailleurs, se sont associés à l'Italie. Ce qui est frappant, c'est que tous ces pays sont des pays de l'ancienne Europe de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie, la Croatie. Aucun pays occidental n'a voulu soutenir l'Italie dans cette marche. Et puis ensuite, il y a eu donc le jugement en appel, 2 ans plus tard, et la Cour européenne des droits de l'homme, qui a pris peur, a inversé sa jurisprudence et a dit non, on s'est complètement trompé en première instance, on a dit que le crucifix était discriminatoire. Mais en fait, pas du tout, parce que finalement, en réfléchissant beaucoup, on s'est aperçu que c'était une tradition italienne au cours des siècles. Et par conséquent, ça ne discrimine absolument personne. On n'est pas obligé de croire dans le Christ, bien entendu, parce qu'il y a un crucifix sur le mur. C'est une tradition, il faut respecter cette tradition, et donc nous levons notre interdiction et nous autorisons les crucifix dans les écoles italiennes. Voilà un bel exemple, si vous voulez, d'une part, de l'utilisation des droits de l'homme pour détruire une tradition, et deuxièmement, de l'arbitraire complet des juges. Donc il faut toujours beaucoup se méfier des pouvoirs qu'on veut donner aux juges, surtout dans les pays occidentaux, parce que le juge est capable d'inverser sa jurisprudence du jour au lendemain. Et on a des exemples terribles de ce point de vue-là, d'injustices, disons, qui ont été commises par les magistrats les plus élevés. Le cas le plus énorme étant, je le cite juste une seconde, l'arrêt, pas si connu que ça, de Dred Scott contre Sandford, qui est un arrêt de la Cour suprême américaine, qui explique qu'il faut maintenir l'esclavage. C'était quelqu'un qui portait plainte, un propriétaire d'esclaves qui portait plainte contre la législation du Missouri qui avait supprimé l'esclavage, en disant qu'on lui retirait sa propriété en quelque sorte. Et le noir s'appelait Dred Scott, il voulait devenir libre, et la Cour américaine, en l'occurrence, la Cour suprême, a dit dans la liste des droits de l'homme de la Constitution américaine, le Bill of Rights, il est bien prévu, effectivement, que la propriété est un droit absolu. Comme la propriété est un droit absolu, la propriété sur les esclaves noirs est un droit absolu. Donc il faut la maintenir. Il n'y a aucun parlement en Amérique, d'un État fédéré, a le droit de supprimer, de s'attaquer à ce droit de l'homme fondamental. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire comme rhétorique autour des droits de l'homme et les conséquences que ça peut avoir. Je citerai encore 2 exemples pour finir. Le président de l'Association des maires de France, Michel Barouin, qui est maire de Troyes, a fait une déclaration qui a choqué beaucoup de Français en disant qu'il fallait supprimer les crèches de Noël dans les mairies, parce que les mairies devaient être absolument neutres politiquement. Mais là aussi, les crèches de Noël dans les mairies sont une très vieille tradition française qui remonte à plusieurs siècles. Et là, bon, il n'a pas obtenu évidemment qu'on fasse une loi pour interdire ces crèches, mais enfin, il y a un certain nombre de crèches qui ont été quand même supprimées, de crèches qui représentent la nativité, hein, donc c'est-à-dire Jésus-Christ avec ses parents, etc., quand il vient naître. Eh bien, ces monuments, si je puis dire, souvent c'est des choses très artistiques, des objets très artistiques, ont été éloignés des mairies à la demande de M. Barouin parce que c'était, paraît-il, une atteinte à l'égalité entre les différentes religions. Et puis, le dernier point, c'est l'exemple de la nation, effectivement, où aujourd'hui, au nom des droits de l'homme et de l'égalité, on s'attaque à toutes les différences qu'il y a entre un étranger et un Français, ce qui fait que la citoyenneté perd totalement sa signification. Un immigré illégal a les mêmes droits qu'un immigré légal, enfin le plus possible. C'est le but qui est recherché sur le plan idéologique. Et en fait, à travers ces décisions égalitaristes, on cherche à détruire toute forme d'enracinement de l'homme, parce que l'homme qui a des racines
qui a sa nation, qui a sa famille, qui a sa patrie, qui a son Dieu, effectivement, n'est pas manipulable. Et en réalité, l'oligarchie, même si elle ne l'aime pas, souhaite avoir des hommes manipulables, donc des hommes sans racines, parce que sans racines, évidemment, c'est plus facile de leur faire dire ce qu'on veut. Alors, en conclusion, je voudrais rappeler une très belle phrase du philosophe allemand Friedrich Schiller. Schiller disait, pour expliquer la Révolution française, il disait comment ça se fait qu'avec des beaux principes, la Révolution française ait massacré autant de gens sous la terreur lors de la guerre de Vendée, où elle a organisé un vrai génocide de la population de la Vendée. Et Schiller disait, c'est parce que les principes abstraits, quand on les élève à une hauteur absolue, servent essentiellement à détruire tous les sentiments humains. Si on détruit les sentiments humains, effectivement, on crée une société infernale. C'est comme les régimes totalitaires, qui se veulent égalitaires par ailleurs, vont demander alors aux enfants, par exemple, de dénoncer leurs parents en disant les parents ne sont pas des bons républicains, les parents ne sont pas des bons socialistes, et on envoie les parents à la guillotine ou au goulag. Donc c'est bien le principe abstrait, posé comme finalement un substitut de Dieu, qui permet de détruire les sentiments humains, et la société ne trouve sa cohésion sociale et sa dimension civilisatrice qu'autour du cœur humain, autour des sentiments humains. C'est le christianisme d'ailleurs. C'est pas le cerveau intellectuel qui fait que la société est vivable. C'est le cœur. Excusez-moi, pas encore de terminer. Voilà, j'ai fini.